Bon, j'avais prévu des remerciements, donc je l'ai fait aussi, parce que pour moi, c'est sympathique d'avoir affaire à un auditoire un peu différent. Et puis, parce que bon, les organisateurs prennent le risque de la déconstruction. Parce que, vous voyez, le rôle de l'Antiquité en littérature comparée, c'est de montrer que ça marche pas du tout pour l'Antiquité. Hein. Bon, là, je suis un peu large, mais quand même. Hein. Donc, en fait, pourquoi? Parce que ça permet, vous allez le voir à propos du héros, d'introduire un écart par rapport aux évidences littéraires. Genre le héros, le personnage, etc. Vous allez voir que c'est pas du tout comme ça. Et donc, ça permet d'introduire une autre perspective qui pourra peut-être vous servir d'ailleurs ailleurs. Donc, pourquoi c'est toujours comme ça avec l'Antiquité? Tout simplement euh, pour une raison, ouais, très simple. C'est que le texte dans l'Antiquité ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire qu'on est obligé de réintroduire la pragmatique qui est à l'origine de sa production et d'une façon générale le contexte anthropologique. Donc, on ne peut pas s'en tenir aux analyses textuelles. Du coup, ça remet tout, tout en cause. Alors, je vous le dis dans l'introduction, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais dans la pratique, vous verrez ce que ça donne. Alors ici, c'est très, très clair, à mon avis. Hein. Ça veut dire que devient la catégorie du héros-personnage si on essaie de l'appliquer à l'Antiquité. Hein. Alors, c'est d'autant plus amusant de se promener comme ça que le terme héros vient du grec et ça a l'air de dire, bon, bah, de toute façon, c'était déjà là, puisque, mais en fait, puisque c'était du grec. Hein. Mais en fait, ces origines est trompeuse, car le sens moderne en fait, à ce moment-là, se superpose à ces emplois dans l'Antiquité et on ne lit plus les textes antiques, on utilise une catégorie moderne et ça fait écran. Donc, je vous propose, dans un premier travail, oui, de regarder quels étaient les emplois, tout simplement, du terme héros en Grèce ancienne et de faire une rapide euh, histoire très très rapide, vous rassure, du coup en latin puis en français pour voir comment on est arrivé là. Alors, je vais essayer, donc, on a en gros 2 heures, enfin jusqu'à 18 heures. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour que vous puissiez vous poser des questions, enfin j'espère, euh, parce que j'espère vous désarçonner un peu, sûrement ne pas être toujours clair, parce que il y a des choses, enfin, je risque d'aller un peu vite, voilà. Donc, parce que c'est des choses que je connais bien. Alors, donc, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Alors, donc, comme je vous le propose, regardons le mot héros en Grèce ancienne et ses emplois. Alors, bon, le mot héros en français s'écrit avec H et R O S. Bon, ça vient de héros grec, avec un oméga, donc rien à voir avec l'amour. Il faut y renoncer là. Bon, donc, et donc, alors quand je dirais, je ne vais pas faire héros à chaque fois, d'abord parce que c'est ridicule, et ensuite ça sert à rien. Donc, je vais dire héros, euh, en Grèce, ça veut dire le mot héros. Enfin, vous êtes quand même assez agile pour le coup. Alors, je vais partir donc d'une chose assez simple, hein, c'est la définition cultuelle du mot héros. Hein. Et pour ça, c'est pour ça que je vous avais envoyé l'article, enfin, j'avais envoyé l'article de Charles Delattre, hein, euh, qui donc dans la et qui est dans la biblio, qui en fait m'évite de refaire tout le parcours entre le problème du demi-dieu, de l'homme, le héros, etc., etc. C'est très très bien, comme tout ce que fait Charles d'ailleurs. Bon, je suis un ami, vous avez compris, mais je crois de façon fondée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais reprendre donc une définition qu'il donne. C'est euh, le dieu, euh, il dit donc le héros est paradoxal, puisque le dieu reçoit des honneurs, l'homme humain n'en reçoit pas, et le héros donc est cet être paradoxal qui reçoit des honneurs sans être Dieu. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est une définition cultuelle, hein, on va peut-être après affiner, mais en fait c'est ça. Et ça sera toujours ça.
Alors, si on continue maintenant, j'ai un peu regardé les emplois du mot héros en grec, dans les textes grecs, hein. Et en fait, il n'est pas très employé, hein. Et après Homère, on l'a chez Homère, donc Homère, bon, vous voyez ce que c'est quand même. Alors, mais même chez Homère, il garde sa définition culturelle, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un combattant chez Homère qui est traité de, de héros, c'est toujours un combattant noble. Et lui, dans le texte, il n'a pas de définition culturelle particulière, mais elle est potentielle. Alors c'est là où déjà je vais introduire un tout petit peu de pragmatique. Ça veut dire que Homère, c'est pas un texte qu'on lit, etc. Tel qu'on le reçoit aujourd'hui, hein, il y a une pragmatique première qui est celle qu'on voit très bien, même montrée dans l'Odyssée, c'est vous avez un aède, donc un chanteur, qui chante devant un public. Et il fait varier son texte, ce qu'il chante, ses vers, disons, en fonction du public. Et le public, qu'est-ce qu'il a, le public? Eh ben, il veut retrouver des héros fondateurs de sa famille, de sa lignée. Alors, donc, voilà, donc, selon lui, c'est ça. Donc, vous avez ces héros qui sont donc des combattants dans l'Iliade, ou bien enfin, il y en a moins dans le lycée, des compagnons d'Ulysse, hein. Ils sont potentiellement hein, des héros cultuels chez les auditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Agamemnon, Achille et autres, hein, et c'est parce que ça on le sait, recevaient des cultes en Grèce, en Grèce ancienne. Donc voilà comment les choses commencent de façon très, très concrète. Alors après, des récits sont susceptibles d'être associés à ces héros dont nous n'avons qu'un nom, hein. Mais c'est tout, je veux dire, hein. Alors, ça, c'est une idée qui va courir dans tout l'exposé, donc je vous le montre bien d'emblée, hein. Ce qu'on va trouver, c'est que chaque fois, le récit ne précède pas le héros, mais il le suit. Le héros est déjà là avant tout récit. C'est une idée un peu brutale, mais elle est, je crois, assez claire. Bon, donc, des récits sont susceptibles d'être associés à son nom, donc au nom de ce héros qui reçoit un culte ou potentiellement un culte. Et ce sont ces récits que nous connaissons, soit, prenons des Homères, des épopées, soit euh, des chants qui sont directement reliés à son culte, des chants, euh, des chants, ça correspond à ce que on appelle la poésie mélique, c'est-à-dire la poésie chantée lors des rituels, etc. Bon, voilà. Donc, euh, voilà ce qu'on a au départ. Et on a un autre mot qui est associé au héros, vous allez voir, c'est pour nous intéressant, c'est le terme de héron, qui veut dire, qui désigne le lieu, euh, disons, ouais, le lieu, le, le, le temple particulier où il y a, où on rend un culte à ce héros. Mais souvent, c'est le tombeau du héros, mais ne vous emballez pas. Pourquoi je vous dis ne vous emballez pas? C'est parce que le Héron, un lieu qui peut être très bien appelé Héron ou bien Hieron, qui veut dire temps. Donc en fait, tout ça n'est pas exactement bien défini. Vous verrez que c'est ce qui caractérise toutes ces histoires de héros, c'est qu'en fait, c'est un peu flou. Alors, donc, je quitte la Grèce et je passe donc à Rome. Hein. Alors, est-ce qu'on trouve le mot. Alors, d'abord, est-ce qu'on trouve le mot héros en latin sous une forme latine? Non, il n'y a pas de traduction. Donc, ça, c'est. On peut pas. Alors, et on ne peut pas traduire héros. Alors, soit on trouve en latin le terme héros, hein, ça peut arriver. Et puis, mais vous savez, il y a beaucoup de termes grecs qui sont présents en latin, qui appartiennent même à la langue latine. Et puis, c'est plus intéressant, vous verrez pourquoi, c'est que ce terme héros sert en grec
à désigner les empereurs divinisés. Comme vous savez sans doute, à partir d'Auguste, euh, tout l'Empire romain est bilingue. Hein, et donc, on passe sans arrêt du latin au grec. Hein, et tout ce qui concerne la politique, normalement, est en latin, mais il y a des traductions en grec. Donc, voilà. Donc, voici le système. Alors, maintenant, j'arrive à la troisième étape. C'est le moment où le terme héros, excuse-moi, va prendre un sens littéraire, donc, sous la forme héros en français. C'est évidemment, le sens littéraire est un emploi métaphorique, hein, par rapport aux emplois grecs, hein, puisque en Grèce, le héros personnage, vous avez compris, le héros comme personnage, désignant un personnage, est absent. Hein. Donc, c'est bien un emploi métaphorique. Pourrait m'expliquer là-dessus encore, si vous voulez. Et à quelle époque il apparaît? Bien évidemment, vous avez deviné, c'est d'abord avec la Renaissance et surtout, hein, en 1651, en fait, c'est la vraie apparition du héros personnage. Hein. Il désigne le personnage principal dans une œuvre littéraire, c'est dans ce Scarron, roman comique. Alors, bah, je fais comme tout le monde, quand je cherche l'histoire d'un mot, hein, j'ai consulté le Centre national des ressources textuelles et lexicales, d'autant plus facile que c'est sur Internet. Hein, et voilà d'où je sors ma science. Alors, voici, vous avez fait. Bah oui, je fais comme tout le monde. Donc, maintenant, si vous voulez, on va revenir à l'Antiquité et voir quelques héros répondant à la définition de Charles Delattre, c'est-à-dire un mortel recevant un culte après sa mort. Alors, je vais quand même en prendre un qui, à mon avis, est incontestable, c'est Achille. Et c'est pour ça que je vous ai donné, c'est le premier extrait que vous avez dans vos textes. Vous avez reçu un PDF avec le texte. Enfin, de toute façon, c'est juste que vous ayez une preuve tangible sous les yeux. Voilà, donc il s'agit d'Achille, qui est aux enfers, qui est mort, et qui est rencontré par Ulysse. Le texte est hyper connu, et c'est là où Achille se plaint, donc il dit c'est pas très drôle d'être mort. Alors, c'est donc dans l'Odyssée 11, 484-491. Alors, les traductions sont plus ou moins de moi, c'est-à-dire que généralement, on prend les traductions qui existent et puis on se dit non, mais c'est pas possible de traduire comme ça. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'est Ulysse qui s'adresse à Achille et il dit jadis, quand tu vivais, nous, les Argiens, nous t'honorions à l'égal des dieux. Hein. Alors, à l'égal des dieux ne veut pas dire comme un dieu, c'est Issa Théo ici. Voilà. Et maintenant que tu es ici, tu es tout puissant chez les morts. Bon. Aussi, ne t'afflige pas d'être mort, Achille. Ainsi disais-je, il me répondit aussitôt, ne me console pas de la mort, illustre Ulysse, j'aimerais mieux labourer pour un autre, un fermier sans patrimoine, et n'ayant guère de quoi vivre, que de régner sur tous les morts qui sont sans force. Bon, vous voyez, il est vraiment mort, hein, bien mort, et il souffre d'être mort. Hein. Et il n'empêche qu'il était donc, euh, comme dit Ulysse, honoré à l'égal des dieux. Et de fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs lieux où on a rendu un culte à Achille. Il lui déduit des temples, vraiment, et un culte. Alors, on connaît un culte d'Achille à Sparte, à Élis. Et il y avait eu un oracle de Dodone qui avait dit aux Thessaliens, Achille était du nord de la Grèce, de tous les ans lui sacrifier un taureau blanc et un taureau noir. Le taureau blanc et le taureau noir correspondant à son double statut. Et alors, vous connaissez peut-être un autre aspect de ce qu'on raconte sur Achille. On raconte qu'il est fils d'une déesse, Thétis, et de Pélée, un mortel. Hein. Alors est-ce que ça donne des héros, tout ça? Ça peut. Enfin, je vous renvoie encore à. Mais comme vous savez, il était. Alors, on raconte qu'il était vulnérable qu'aux talents. Vous voyez, c'est ces êtres ambigus, hein,
Et en fait, c'est une façon de dire son statut paradoxal. Hein. Donc, voilà. Donc, vous savez, il avait trempé, Tétis avait trempé le pauvre bébé dans l'eau du Styx, mais enfin, pour tremper un bébé, il faut le tenir par quelque part. Donc, elle l'avait tenu par le talon et le talon n'avait pas ainsi acquis immortel. Bon, mais cette histoire de l'enfant qui est, dont on voudrait bien qu'il soit immortel, mais on n'y arrive pas, hein, c'est un module récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une illustration narrative du statut du statut du héros. Hein. Mais alors, je vous disais que le système est assez flou. En effet, vous allez me dire, bon, bah alors c'est très bien, on a compris, les héros, ils sont issus d'un dieu, d'une divinité et d'un être humain. Oui, mais les dieux peuvent avoir la même origine. Hein, Dionysos est fils de Zeus et de Sémélé. Hein, et il est dieu quand même. Et il est immortel. Héraclès de Zeus et Alcmène. C'est pareil. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans une classification du monde. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de bien comprendre que les, les Grecs ne classent pas euh, les, les êtres divins, ni les divinités en général. Alors, il y a beaucoup de héros grecs, hein, au sens où je l'ai donné. On en trouve un peu partout dans les cités, et le plus souvent, ils sont donc à l'origine des lignées nobles, ou ils sont même les fondateurs de cités. Hein. Bon, je vais vous prendre un exemple qui vous parlera sûrement. Hein, c'est à Athènes. Vous avez Thésée, fils d'Égée, hein, qui est roi d'Athènes. Il est mort, mais il reçoit un culte lors des fêtes qui s'appellent les Théséiens. Vous en avez d'autres que vous connaissez peut-être moins. Vous avez une grande famille qui s'appelle les Alcméonides. Ce sont des gens bien humains, puisque parmi eux, il y a Périclès, Alcibiade, etc. Mais ils descendent d'Alcméon, donc comme le nom l'indique, lui-même descend de Nélée, qui est fils de Poséidon. Vous voyez, donc en fait, il y a comme ça une sorte de glacis entre les hommes et les dieux. Et c'est ça, je crois, sur lequel je voudrais insister maintenant. Hein. C'est que, en fait, donc, la notion de demi-dieu, pour définir le héros, en fait, elle ne donne pas une catégorie, ni même un statut, ni une essence. Hein. Et en fait, donc, on est dans un monde où le divin et l'humain, euh, en fait, glissent l'un sur l'autre avec toutes les nuances. Hein. Et tous les héros de l'Iliade, par exemple, sont, le cas échéant, qualifiés de divins ou de cette jolie formule de nourrisson de Zeus. Hein, mis en nourrisson de Zeus, enfin, du moins comme traduction. Donc, en fait, c'est un terme honorifique, ça n'a aucune valeur théologique. Hein. Ça appartient tout simplement à la langue homérique. Et ça, en fait, ça ne dit rien d'autre que c'est un héros. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, euh, c'est parce qu'il n'y a aucune classification fixe des dieux. En fait, euh, à chaque sacrifice. Le sacrifice, c'est vraiment l'acte central de la religion grecque. À chaque sacrifice, un certain nombre de dieux sont invoqués avec un système hiérarchique, mais qui à chaque fois il est renégocié. Et rien de fixe n'est général. Hein. Et ensuite, donc vous avez chaque sacrifice, mais hein, chaque cité elle-même est libre, hein, de décider euh, de son dialecte, de son alphabet et de son panthéon. Elle peut rajouter des dieux et elle peut ajouter des héros que personne ne connaît, mais donc ils vont là, voilà, ils sont accueillis. Hein, bon, je sais pas, je reste dans mon sujet parce que sinon, parce que j'aurais des choses à vous raconter, mais qui seraient amusantes, mais je suis pas là pour vous amuser. Alors donc, ce que je veux dire, c'est que le flou est général. Vous avez des dieux, des rois mythiques, etc. Hein, et selon les lieux et les moments, hein, selon les cités. En fait, toute figure illustre peut être héroïsée comme. Alors, par exemple, là, on parlait d'Achille, mais Homère lui-même reçoit un culte. Hein, et donc, dans plusieurs endroits du monde grec, hein, il a des sanctuaires à Kyo, mais donc le siège
des aides, mais aussi d'Argos. Alors, bon, vous allez me dire, bon, ben d'accord, Homère, mais un homme dont l'existence n'est pas à remettre en doute, comme Archiloque, le poète Archiloque, il a aussi un héron, un culte. Hein. Et il en sera de même pour Virgile à Naples. Voilà, donc en fait, parce qu'on a toujours un sentiment que c'est grec du 8e, 7e siècle, tout ça, bon, d'accord, hein, mais non, hein, je veux dire, et bon, maintenant, il a été intégré au culte des saints, mais bon, c'est un autre problème. Alors, donc, euh, vous avez donc tous ces héros morts, euh, mais maintenant, qui reçoivent donc des cultes. Mais, peut-être plus troublant, hein, on a aussi des héros vivants recevant un culte. Alexandre lui-même, hein, Alexandre, est divinisé et reçoit de son vivant quatre cultes. Donc, bon, évidemment, celui de Pharaon en Égypte, mais d'autres aussi. Hein, et alors là, il y a, je crois que ça doit être le deuxième texte, il y a un petit texte de Plutarque qui est intéressant à ce propos. Je vous rapporte que Plutarque, donc là, on a fait un grand parcours dans le temps, puisqu'il est de l'époque d'Adrien. Alors, c'est dans la vie d'Alexandre. Hein, et vous allez voir comment est pensé à l'époque donc de Plutarque son héroïsation. Vous savez qu'il est allé en Inde et là, il rencontre ce que les Grecs appellent des gymnosophites. Hein. Alors, ça veut dire des philosophes nus. Alors, on ne sait pas si c'est des yogis ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, euh, il pose une question à ce gymnosophiste. Comment un homme peut devenir un dieu grâce à son action? Et réponse, hein, et c'est une praxis, hein, c'est donc bien une action. Et le gymnosophiste lui répond en faisant quelque chose d'impossible pour un homme. Et donc, adunaton, hein, impossible, c'est une praxis impossible pour un homme. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est là aussi, on est dans le paradoxal. Et si vous avez une vague petite idée de ce que pourraient être les textes antiques, là, on retrouve ce qu'on appelle la figure de l'adunaton, c'est-à-dire de l'impossible, hein, qui est, je veux dire, enfin bon, on pourra développer si vous voulez, mais c'est pas comme ça. Alors, après Alexandre, des rois grecs reçoivent un culte de leur vivant. Bon, alors, la liste n'est pas finie. Euh, non seulement vous avez les rois grecs qui reçoivent des cultes de leur vivant, mais même les généraux romains. Alors, dont les éternelles victoires semblent signifier euh, qu'ils réalisent l'impossible. Alors, les éternelles victoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que troisième, deuxième siècle, hein, c'est là dont il est question, hein, le Rome s'empire de tout l'Orient méditerranéen, hein, et en particulier est vainqueur des grands rois grecs, comme Antiochus. Alors là, on a encore un texte de Plutarque, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est un témoignage intéressant parce que ces genres de choses, on ne les rencontre pas très souvent euh, citées par les historiens parce qu'ils sont gênés. Selon l'idée que bon, les Grecs, à la rigueur, ils peuvent se laisser aller et recevoir un culte, mais pas les Romains. C'est pas vrai. Euh, Sous la République, voici ce qui se passe. Nous avons un certain général romain qui s'appelle Flamininus, hein, et qui a le prénom de Titus. Eh bien, Plutarque euh, a assisté à Calcis, à ce culte de Flamininus qui remonte à l'époque où il a vaincu Antiochus. Et il a entendu, et là je vous ai cité, lors des sacrifices accomplis en l'honneur, donc vous voyez, il y a des sacrifices accomplis en l'honneur de Flamininus, et, euh, et, et, et vous avez associé un chant, hein, un père. Et vous voyez, vous avez, bon, nous respectons la foi des Romains, que nous avons sauvé, etc., etc. Hein. Alors, jeune fille, sans doute, bon, c'est les muscles, mais ça n'a pas grand intérêt pour ici. Il dit, il chante, chantez le grand Zeus, chantez Rome et Titus. Voilà. Et vous avez Titus qui était là.
Et puis, ça ne le gênait pas trop. Et c'est comme ça. Et donc, vous voyez, c'est, et à la fin, il dit donc, ô Titus sauveur. Alors, il est sauveur puisque ce qui est arrivé, c'est que c'est lui qui, je ne sais pas si vous avez entendu raconter cette histoire, c'est après avoir donc vaincu à son tour Philippe V de Macédoine en moins 197, il est donc, c'est une très fameuse bataille cynocéphale. Il s'est rendu à Corinthe, hein, pendant les Jeux ismiques, et là, il a proclamé au cours d'un grand discours la liberté des cités grecques. C'est-à-dire, il a annoncé aux cités grecques qui avaient été qui avaient été asservies par les Macédoniens, qui avaient été, et il leur annonce, vous êtes libres. Alors, cette histoire, j'ai toujours adoré parce que au moment où on annonce aux Grecs qu'ils sont libres, eh bien, ils rendent un culte au général qui les, enfin, libère. Bon, ça fait peut-être plus rire les antiquisants que vous, mais c'est assez curieux quand même, hein. C'est une drôle de liberté. Alors, voilà. Ouais. Bon, alors, vous avez certains empereurs romains, vous savez, hein, qui vont carrément devenir. Alors, les Grecs diront des héros, les Romains disons des dieux. Après César, César est le premier, hein, vous savez, qui s'est transformé en étoile. Hein, et après César, il y en a eu d'autres qui ont été divinisés après leur mort. Et ce que expliquait très très bien John Shack, qui a été donc longtemps professeur au Collège de France en religion romaine, mais j'ai connu un peu avant. Hein, en fait, on a un système, on a un dégradé de divans. On a à Rome, sous l'Empire, on a les empereurs vivants, dont une partie, qu'on appelle le noumen, leur volonté est divine. Puis après, euh, ils meurent, ils sont divinisés. Alors, leurs ancêtres ont été divinisés avant eux, et donc reçoivent des cultes de plus en plus nombreux. Et puis après, on rejoint les dieux comme ça. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de continuum, hein, et qui est important parce que vous avez compris, on est donc dans un monde sans aucune transcendance. Hein. Les dieux n'appartiennent pas à un autre univers. Tout le monde est dans le même univers. C'est évidemment, et vous verrez que ce n'est pas sans intérêt pour les problèmes de narratologie, malgré, même si vous avez le sentiment qu'on en est loin. Donc, je vais faire le bilan, hein, de ce héros cultuel. Et donc, je vous disais que le héros, il est donc situé dans un monde, hein, où on se déplace facilement entre l'humain et le divin. Hein. Les, les dieux habitent sur la terre, hein, dans des temples, et inversement, des mortels peuvent recevoir un culte. Donc en fait, on est dans un système où il y a un mélange du divin et de l'humain, ce qui fait que on a cette définition cultuelle du héros. Et là, bon, c'est là où je pourrais sortir le séminaire, qu'il n'y a pas de définition narrative du héros dans l'Antiquité. Donc, j'ai encore quelques pages, hein, parce qu'en fait, on va revenir au problème du récit. Mais voilà, donc c'était juste pour faire un peu de drame. Et voilà. Donc, et vous voyez, ma deuxième partie, il y en a que deux, hein, c'est et le récit dans tout ça. Hein. Alors, vous avez compris que avec une définition cultuelle du héros, hein, le récit ne fait pas le héros. En revanche, bon, comme vous savez, on va le voir, le héros fait souvent le récit. C'est-à-dire, à partir du héros, qu'on va aller piocher, hein, dans le monde religieux, il va il y a énormément de récits. Non seulement il y a Homère, etc., mais il y a beaucoup de récits associés à ces héros dont je vous ai donné la définition. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que le héros est toujours premier. Hein. Et en revanche, bon, les récits peuvent lui être associés.
Et ce qui nous ramène au sujet du séminaire, j'espère. Alors, j'ai retrouvé une phrase qui m'allait dans le sujet du séminaire, hein, où donc les organisateurs du séminaire écrivaient on choisira plutôt de voir le personnage comme le sujet et la source de son action en lui rendant sa capacité à agir, l'agency, qui permet son évaluation morale. Alors, bon, je vais faire un petit bricolage quand même. Hein. Je vais remplacer le terme de personnage par celui de héros. C'est-à-dire, le héros, hein, il est le sujet et la source de son action. Ça, d'accord. Et alors, en lui rendant sa capacité à agir, c'est ça, je montrerai comment ça se passe. Alors, qui permet son évaluation morale. Là, l'évaluation morale, j'ai eu du mal à trouver, mais bon, on peut supprimer l'évaluation morale, c'est pas grave. Donc, non, mais, C'est pas un cahier des charges non plus. enfin, déjà, j'en ai beaucoup supprimé. Hein, bon. Pour... non, mais c'est faut quand même que je justifie ma présence. Alors, voilà. Donc, je reprends, vous allez me dire, je rabâche, mais euh, comme c'est l'idée principale, j'insiste. Alors, donc, ce que je vous disais, que le héros destinataire d'un culte est au moins potentiellement, et en tant que tel, le héros d'une histoire. Hein. Donc, c'est-à-dire le personnage central d'un récit. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est nous qui disons le personnage central d'un récit, mais c'est quand même ça. Hein. Alors, la question qui se pose à partir de ce cahier des charges, non ce récit, est-ce que ce récit sert-il à justifier son statut héroïque, au moins a posteriori? C'est-à-dire, est-ce que le récit qu'on va rencontrer va expliquer, justifier qu'il soit devenu un héros? Est-ce que c'est parce que Achille se bat comme un lion dans l'Iliade hein, que ça justifierait, au moins pour les auditeurs de l'épopée d'Homère ou d'autres, hein, qu'il soit devenu un héros. Alors, regardons comment ça se passe. On va évidemment prendre Homère, c'est plus facile. Et, enfin, on ne va pas prendre seulement Homère. Mais bon, on a donc un héros qui nous est donné. Nous, on voit comment ça se passe. On a un héros hein, euh, qui nous est donné et qui reçoit un culte. Hein. Ce héros est donné. D'où il est appelé héros dans Homère. Mais ce n'est qu'un nom. Exactement, c'est un nom, Achille, souvent avec une épithète. Hein. C'est Achille au pied léger, etc., etc. Hein. Et c'est à partir du nom et, euh, et, et souvent de l'épithète, adjectif, que le poète va fabriquer des vers. Alors, j'insiste sur fabriquer des vers, je vais expliquer pourquoi. Et avec ces vers, il va faire un récit qui se trouvera sa place dans un éloge ou toutes sortes de performances orales ou même écrites. Vous voyez bien, je dis pas ça va faire un récit, point. Euh, pour qu'il y ait du récit, il faut une raison de faire un récit. C'est pas du récit comme ça. Et parce qu'il n'y a aucune raison de faire un récit. Euh, il faut, il n'y a aucune attente de ce côté-là. En revanche, on attend des éloges, des péants, etc. Donc, on va, ce héros, et puis des vers et qui vont constituer après des performances. Alors, je dis des vers et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, l'unité minimale d'un poème, par exemple celui d'Homère, qu'est-ce qu'il fait pour Homère? L'unité n'est pas des récits, n'est pas des matrices narratives, ce sont des vers. Et c'est avec ces vers, et je vais vous montrer à propos du cyclone, hein, c'est avec ces vers qu'on fabrique du récit. Bon, alors, donc je vous ai dit deux exemples. Alors, je vais prendre deux exemples parce que qui sont quand même assez connus de héros.
hein, c'est Médée et Ulysse. Mais Médée, pas n'importe quoi. Médée, elle n'existe pas comme ça, hein, pas plus qu'Ulysse d'ailleurs. Hein. Ce que je prends, c'est la tragédie de Médée à Corinthe, celle d'Euripide. On va en rester à celle d'Euripide. Alors, donc, comment ça se fabrique ça? euh, Vous avez un culte à Corinthe de Médée et ses enfants. Bon, il y a un sanctuaire dédié à Médée et ses enfants morts, mais donc c'est comme ça. Mais il est, il y a, il existe un récit qui dit, petit récit associé à cette Médée, qui est donc intégré au culte, et qui dit que ce sont les Corinthiens qui ont tué les enfants de Médée. Hein. C'est ça qui existe avant Eugipide. Il a tué les enfants de Médée. Alors, vous savez peut-être, je rappelle l'histoire, euh, c'est que si Médée est à Corinthe, elle s'y est réfugiée avec Jason, c'est l'autre histoire qui raconte ça. Hein, et donc là, euh, malheureusement, le roi veut que Jason épouse sa fille et donc se débarrasse de Médée. Médée est une magicienne et elle met le feu à la ville de Corinthe. Le roi meurt, la fille meurt, et ce qui est raconté dans le temple à Corinthe, dans les chants euh, offerts à Médée au temple de Corinthe, hein, euh, c'est que ils se sont vengés, les Corinthiens, donc, en tuant ses enfants. Alors, ce qu'a fait Euripide, c'est que il a donc inventé donc un chant tragique, un poème tragique, euh, qui s'appelle Médée à Corinthe. Mais, alors, une tragédie, c'est c'est donc un spectacle tragique qui est donc un spectacle rituel, hein, à la tête, et donc ça consiste à faire fonctionner le rituel tragique. Ça ne consiste pas à raconter une histoire. Bon, alors, donc, il y a un... Attendez, je vais essayer d'être clair et bref. Alors, qu'est-ce qui est dit, quel est l'enjeu de la tragédie euh, d'Euripide, Médée? L'enjeu, c'est très intéressant si vous regardez, en particulier dans les chœurs, pas seulement, c'est comment est-il possible qu'une femme qui tue ses propres enfants devienne une divinité à laquelle on rend un culte. Mais c'est pas l'histoire de Médée. Hein. On rend un culte. Par ailleurs, il dit, en plus, c'est compliqué, il faut trouver la musique qu'il faut. Enfin bon, mais ça, c'est autre chose. Il y a aussi un problème musical, mais on ne parle pas. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'enjeu de la tragédie, c'est le sujet de la tragédie. Et avec ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fabriquer. Alors, euh, vous diriez un personnage. Moi, je cherche en grec, je ne trouve pas de mots pour désigner des personnages. En revanche, je dirais un ethos. Hein, parce que si on voulait traduire le terme français persona, on ne prendrait pas Eros, mais on dirait ethos, hein, c'est-à-dire un caractère. Un caractère qui doit susciter à la fois l'horreur et la pitié, c'est-à-dire à la fois horrifiée, mais en même temps avoir pitié d'elle. Une femme qui tue ses enfants par vengeance, c'est vraiment bien. Alors, non, parce que ça, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'au bout, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le consensus des larmes du public. Donc, il réussit sa tragédie comme ça, et donc en faisant, euh, de- en créant un enjeu qui, évidemment, euh, n'était pas à Corinthe préexistant. Donc, en fait, donc, vous voyez, c'est à partir de Médée. Alors, pourquoi est-ce qu'il invente? Comment est-ce que ces enfants deviennent tués par elle? C'est en fait, alors, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les, les commentateurs antiques, hein, en jouant sur le sens de Médée. Médée, alors qu'il y a les quand même, Médée, on peut l'associer, le mot Médée, son nom propre,
un verbe grec, enfin deux même. Un qui veut dire méditer, au sens de réfléchir, méditer. Et effectivement, hein, elle prépare, elle médite son crime, ou bien protéger. Alors vous allez me dire, protéger les enfants, oui, mais c'est pour les anciens, c'est on peut inverser. C'est donc par antiphrase. Hein. C'est précisément celle qui ne protège pas vraiment ses enfants. Hein, les tue, donc c'est bien le contraire. Alors, donc, alors c'est comme ça que ça se fabrique. Vous voyez. Donc, c'est à partir de Médée que la tragédie se fabrique. Voilà. Bon, ça c'est juste parce qu'on parle beaucoup de Médée en ce moment, donc je voulais juste vous rappeler ça. Maintenant, je vais prendre de façon plus lourde, plus mystérieuse, Ulysse. Alors, si vous voulez, là, ce qui est intéressant avec Ulysse, c'est que toute l'Odyssée n'est qu'un vaste déploiement de ces deux noms, de son nom exactement, et de son adjectif pollu métis. Pollu beaucoup, métis. Alors, métis, intelligence logique. C'est-à-dire que Ulysse a une intelligence, une énorme intelligence rusée. Alors, métis, c'est un terme qui est très fameux parmi les antiquisants français en particulier, puisqu'il y a un gros livre, enfin, pas très gros, mais important, qui a été écrit sur le sujet, sur la métisse, hein, par Jean-Pierre Vernant, hein, et Marcel Estienne. Alors, en son temps, ça a vraiment été un événement. Maintenant, on n'est plus mesuré, mais je veux dire, c'est très intéressant parce qu'il étudie métisse comme étant une catégorie propre à la culture grecque. Hein, et la métisse, c'est l'intelligence rusée, mais ça, c'est une définition abstraite. En fait, il le suit et c'est enfin, la, la catégorie qui est associée à tous les arts comme le charpentier de marine, euh, la, la, la navigation à voile, etc. Euh, et puis aussi le tissage. Enfin, et il y a une divinité qui est euh, garante de la métisse parmi les hommes, c'est Athéna, laquelle elle-même est fille de métis, par, par la généalogie. Bon, donc, vous avez là, et qu'est-ce que c'est Ulysse? C'est le type qui a une métisse disproportionnée, hein, et c'est-à-dire qu'on est là dans, il va faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, grâce à sa métisse. On retrouve la définition d'Alexandre. Hein. Et alors ça, c'est un premier aspect. Donc, on va voir. Alors, il est donc, non seulement il est le marin, mais vous allez voir dans l'affaire du Cyclope, tout relève de la métisse, hein, en particulier le charpentier de marine. Hein. Et puis, par ailleurs, son nom, vous savez qu'on l'appelle Ulysse, mais ça, c'est à cause des Étrusques, hein, et des Osques. Hein, en fait, il s'appelle Odysseus. Alors, pourquoi je vous dis c'est la faute des Étrusques et des Osques? C'est qu'en fait, il y a eu des transformations phonétiques qui peuvent vous paraître bizarres, mais en fait, comme tous euh, les osques, c'est-à-dire les langues d'Italie du Sud, transformer les D en L, ça a donné une ligne très bien. Alors, donc, mais en grec, Odysseus, euh, vous avez le verbe odysomai, qui veut dire être irrité contre, hein, et vous avez oduné, qui veut dire la souffrance. Alors, vous faites un petit montage, hein, et vous avez les dieux irrités contre, vous trouvez Poséidon qui s'acharne sur Ulysse, vous auriez pu avoir d'autres choses. Hein. Et vous avez par rapport, lui-même souffre beaucoup, il faut dire que c'est vrai qu'il envoie des vertes et des paniers. Alors, donc, vous avez cette fabrication des voyages d'Ulysse. Alors, je pense que vous n'y croyez pas, mais vous avez tort. C'est pas plus bizarre que ce qu'on raconte dans les ouvrages de littérature. Simplement, c'est moins moderne. Mais je dis ça parce que je suis sûr qu'il n'y croit pas. Oui, oui, oui. Alors, en tout cas, je me charge de vous convaincre. Vous allez voir, alors, bon, ça a l'air comme ça en blanc, mais en fait, donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut, on peut euh, reconstruire tout l'Odyssée
à partir de cette définition. Et en particulier, les voyages d'Ulysse. Alors, c'est ce que j'ai fait dans Homère et Dallas, mais parce que je faisais un cours là-dessus à Sorbonne sur les voyages d'Ulysse. Hein. Ça donnait Homère et Dallas. Et à quoi même les séminaires. Alors, donc, je voudrais qu'on regarde le texte. Alors, on va pas tout regarder, on n'a pas le temps, hein, mais le texte qui est celui de, de l'histoire du Cyclope, c'est-à-dire la façon dont Ulysse rencontre le Cyclope et s'en tire. Alors, il devrait pas survivre. Pourquoi? Alors, les données de départ sont très simples pour les voyages d'Ulysse. Ulysse, Ça. oui, oui, Je à partir de oui, si vous voulez. Mais on n'y est pas encore. Oui, mais pour le texte. On est pour le texte. Ah oui, vous l'avez pas? Vous l'avez reçu? Non, parce que j'ai. Ouais, bah, Tout le monde ne l'a peut-être pas, ou ne l'a peut-être non, pas sous la main. Donc moi, je ne vais pas commenter sur le tableau parce que sinon. oui, oui. Alors, bon, en fait, c'est extrêmement simple. Voyage d'Ulysse, Ulysse navigue où? Il navigue dans des. Enfin, il fait escale dans des îles. Parce que le voyage, c'est comme ça. Voyage grec, on a des bateaux, on ne peut pas vivre dessus, donc on fait des escales. Et donc, on a besoin d'hospitalité. Hein. On arrive, à besoin d'hospitalité. Et d'ailleurs, de toute façon, le voyage est fondamentalement en Grèce ancienne, et c'est même après Homère, hein, s'arrêter l'hospitalité. L'hospitalité, ça a des règles très très simples. Hein. On ne tue pas le voyageur, normalement, on le reçoit, et puis on le nourrit, et on lui fait des fêtes. Hein. On se ruine, et c'est pour ça qu'au bout assez vite, il faut le renvoyer, parce que sinon, il n'y aura plus rien à la maison. Alors, et on le renvoie avec des cadeaux, et il repart. L'hospitalité, c'est ça. Et plus précisément, l'hospitalité s'organise autour de banquets, ce qu'on appelle chez Homère des dice, et ces banquets suivent toujours des sacrifices, c'est-à-dire qu'il s'agit de partager de la viande qui a été donc abattue rituellement lors du sacrifice. Ah oui, alors lors du sacrifice, hein, et puis après qui est cuit, il y a une partie qui est donnée aux dieux, l'autre partie qui est restée pour les hommes, et tout le monde mange ensemble avec des. Enfin, tout ça est extrêmement régulé dans le détail. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pauvre Ulysse débarque toujours chez des gens qui ne sont pas hospitaliers. Et pourquoi ils ne sont pas hospitaliers? En particulier, ils ne sacrifient pas. Alors, l'histoire du Cyclope, c'est ça. Il arrive chez un type, hein, qui ne sacrifie pas, hein, qui mange la viande crue, et qui en particulier. Alors, du coup, comme il ne sacrifie pas, hein, il mange la viande crue, c'est pas un être humain, hein, et par conséquent, il est anthropophage. Tout ça est un système peut-être un peu simplifié, mais c'est comme ça que ça se passe en Grèce ancienne. Si on ne sacrifie pas, c'est qu'on s'est mis hors de l'humanité et on fait du coup n'importe quoi. Alors, donc, c'est ainsi que ça se passe avec le cyclone. Alors, petit cyclone. Donc, vous allez voir comment est fabriqué le cyclone à partir de ces quelques principes de base. Vous avez donc un type qui, lui, qu'on va voir, donc c'est un sauvage, et ça, et en particulier, euh, et c'est là où, heureusement pour Ulysse, il n'a aucune métisse. C'est-à-dire que il vit dans des endroits qui sont dépourvus d'objets qui résulteraient d'une certaine technologie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il habite dans une caverne? Parce que, hein, alors, parce que il ne sait pas construire. Et pour construire une maison, il faut de la métisse. Donc, alors, il compense évidemment ce manque de métis, d'intelligence technique, par c'est pour ça qu'il est très très fort. Hein. Par exemple, vous voyez, il a le mur, hein, il fait un mur, mais il est incapable de faire un mur avec des pierres taillées, etc. Donc, il a des pierres fichées en terre, des pins élancés et déjà autre chose. Il n'a même pas, si vous voulez, fait du bois. Hein. Non. Donc, il prend les choses telles quelles, hein,
Et vous verrez plus tard qu'il n'a pas de force, mais il est capable de soulever une pierre énorme, hein, donc ça lui sert de porte. Hein. Et c'est pour ça qu'il est euh, donc c'est un monstrueux géant. Hein. Alors, vous voyez, il dit, donc il vit en dehors d'une société, il vit à l'écart et ne connaît aucune règle. Alors, avec ce type sans métis, eh bien, mais qui est très 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 fort, hein, va y avoir Ulysse avec sa métisse euh, pollue, c'est-à-dire surdimensionnée. Hein. Donc, vous avez, je continue, on va pas le voir tout à l'heure. Donc, il arrive. Alors, pourquoi est-ce que le cyclope est un pasteur? Parce que le pasteur, parce qu'il a des techniques, mais il n'a pas des techniques relevant de la médecine. Par exemple, il a des paniers pour mettre le fromage, mais il n'a pas de vase en terre cuite, bon, par exemple. Bon. Donc, vous avez ça. Vous avez ce sont des vases qui sont, il n'y a que des choses qui sont bon, tressées. Alors, donc, vous avez donc, alors, lui, il arrive avec un cadeau d'hospitalité. Hein. Il dit, voilà, j'avais avec moi, hein, il dit ça, où est-ce que, je dis après. Non, voilà. C'est au début, il dit, euh, il a, euh, il a une outre de vin noir, hein, très doux, que m'avait donné Marron. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un don d'hospitalité qu'il a eu avant. Enfin, il y a tout un système social qui est impliqué par l'hospitalité, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Alors, donc, il a ce vin, et évidemment, enfin, euh, je vous dis pourquoi c'est évident, le cyclope, ne sacrifiant pas, hein, du coup, n'a pas l'usage du vin. Parce que le vin, ça fait partie des liquides qui permettent de sacrifier. Donc, il n'a pas de vin et par conséquent aussi, il ne sait pas boire. Il y a une technique de la boisson qui est alliée. Et si on n'a jamais fait du vin, eh ben, on boit n'importe comment. Hein. Et alors, donc, je fais, je passe sur les horreurs. Hein. Vous voyez je vais regarder le texte si vous avez le temps plus tard. Hein. Vous avez donc les, les, les Achaéens, je ne dis pas les Grecs parce que c'est un terme qui ne va pas pour eux, hein, parce qu'ils sont tous Grecs, si on veut. Alors, donc, ils sont, ils se présentent comme suppliants. Là, ils demandent l'hospitalité, ce qui est un rite normal, et l'autre, évidemment, se moque d'eux. Hein. Et donc, c'est là où, ayant compris qui il est, c'est-à-dire cet homme, cette brute sans métis, c'est là où Ulysse va prouver que lui, en revanche, il a beaucoup de métis. Alors, donc, quelques compagnons sont mangés, hein, par le cyclope, et en particulier, il y a des aspects du texte qui sont très vous souligner. Hein. Donc, il les mange crus, sans les sacrifier, c'est quand même encore pire que s'il les a fait sacrifier et fait cuire. Hein. Là, c'était pas. Mais là, il les mange et il ne laisse à rien, ni entrailles, ni chair, ni os. Alors tout ça, ça devrait aller au Dieu dans les sacrifices. Vous voyez, c'est vraiment un type horrible. Même il mange la part de Dieu. Euh, voilà. Donc, et là-dessus, évidemment, il boit du lait, puisque il ne connaît pas le vin. Alors, bon, ce qui va se... Bon, je connaissais euh, donc, vous connaissez peut-être l'histoire qui suit, hein, c'est que il va donc, Ulysse enivre le cyclope, mais donc, ayant compris qu'il était incapable, parce qu'il lui offre le vin et qu'il était incapable de boire, donc il lui offre le vin, mais surtout, alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'il est entré euh, dans la grotte, hein,
il avait repéré une branche d'olivier encore vert qu'il avait cassée. Et en la voyant, nous l'avions comparée au mât d'un noir vaisseau de transport. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez Ulysse et ses compagnons perçoivent le monde à travers leur métis expérimentale, qui est celle des marins. Donc, quand ils voient ça, ils, tout de suite, ils l'intègrent dans leur monde euh, civilisé avec les métis, et après, hein, ils vont de ce bateau, ils vont en faire, ils vont en faire une arme, puisqu'ils vont mettre sur le feu avec une pointe, et donc, que font-ils? Ça va leur servir à crever l'œil du cyclope. Alors, vous avez compris maintenant pourquoi le cyclope n'a qu'un œil. Parce que sinon, deux, ça n'a pas marché. Donc, mais oui. Donc c'est. Alors, et voici, ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Euh, il saisit les peu d'olivier, donc, voilà, et appuie la pointe sur la globe de l'œil, moi pesant au-dessus de tout mon poids, que faisait tourner sur lui-même. Alors, ça suffisait? Non, ça ne suffit pas. Quand on forme le bois d'un navire avec une tarière, et en fait, l'endroit où on va mettre le mât, hein, sur le, la grande morceau de bois qui est au milieu du navire, hein, on enroule au pied de l'instrument une courroie sur laquelle on tire des deux côtés pour la mouvoir, et elle vire toujours à la même place. Ainsi, tenant l'épieu aiguisé au feu, nous le faisons virevolter dans l'œil et le sang jaillissait autour de la pointe brûlante. Donc, vous voyez, la comparaison, c'est pas une beauté épique, hein, c'est que ça donne, euh, ça donne, ça resitue l'acte d'Ulysse dans dans sa culture d'homme civilisé et d'homme améthyste, hein. Et de même, quand un forgeron trempe une grande hache ou une cognée dans l'eau froide pour durcir le métal, siffle fortement, mais ensuite grande est la résistance du fer, ainsi sifflait l'œil. Hmm. Je pensais que c'était cyclope. Alors, donc, autour de, voilà. Donc, bon, je ne vais pas insister plus là-dessus. Un autre passage du, du texte est intéressant, hein, parce que bon, il est aussi très connu, mais il est plus intéressant en grec qu'en français. C'est le paragraphe qui suit. Hein. C'est que lorsque le cyclope Polyphème lui demande son nom, alors normalement il aurait dû lui dire, enfin ça fait partie des rituels d'hospitalité, mais je n'insiste pas. Hein. Euh, donc il lui dit, je m'appelle personne. Mais en grec, personne c'est outis. Hein. Et c'est outis ou, pour des raisons grammaticales, ça peut prendre aussi la forme métis. Donc, en fait, donc, personne. Et donc, les autres cyclopes qui volaient à son secours, hein, lui répondent, si personne ne te fait violence, et ça devient même dans le texte grec, ei, si, métis. Donc, oui, donc en fait, il y a un tressage subtil du texte à partir de ce jeu sur métis. Bon, ah oui, je voulais juste vous, pour vous amuser, euh, vous attirer votre attention sur la dernière ligne, phrase, de ce passage. Alors, bon, il n'est pas très content, hein, pour du fun, il est très furieux. Mais surtout, alors, il dit voilà, on m'avait il y avait les anciens oracles, etc. Hein, mais j'attendais toujours. Donc, il attendait l'homme, hein, qui allait le vaincre. J'attendais toujours la venue de quelqu'un de grand et de beau, doué d'une force supérieure. Et en réalité, ça c'est Ulysse, il est petit, lâche et faible. Celui qui m'a crevé l'œil après me pardonner par le mal. Et c'est assez intéressant parce que c'est un héros petit, lâche et faible. C'est pas pour autant un anti-héros, hein, puisqu'en fait, hein, il est peut-être comme ça, mais
évidemment, il ne ressemble pas à Achille, ça c'est sûr. Alors, donc, ah oui, donc en fait, ce que je voulais insister là-dessus, et on va progresser, je voulais revenir à Ulysse après ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre le lien entre le héros et les récits qui lui sont rattachés? Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que non, le héros est premier, et là, on voit bien que la métisse est première. Il n'y a pas de suspense, il n'y a aucun suspense. De toute façon, c'est fait pour qu'il s'en sorte à chaque fois, hein. Et il s'en sort exactement de la même façon. C'est-à-dire que chaque escale, hein, est un module où la métisse d'Ulysse est illustrée. À chaque fois, c'est un coup de métisse. Et que ça soit. Donc, c'est. Et donc, il y a pas de. Donc, il n'y a pas de progression. Et on ne peut pas, hein, dire d'Ulysse ce qu'on disait du délai. Il n'est pas revenu plein d'usage et raison. D'abord, il n'est pas revenu, hein, puisque dès qu'il est revenu, il est reparti, et il n'est pas revenu vivre entre ses parents le reste de son âge. Non, mais tout ça parce que j'ai vu un étudiant qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi Dubélé écrivait ça. Je dis, c'est parce qu'il n'a pas lu l'Odyssée comme nous. On était à la fin du trimestre. Alors, donc, voilà. Et, oui, non, mais c'est intéressant parce que, précisément, hein, Dubélé a une vision narrative. Il lui arrive des choses. Le récit transforme, du point de vue du Bénet, le récit transforme Ulysse, transforme Jason. Mais si on regarde, ça ne les transforme pas du tout. Non seulement ça ne les transforme pas, mais Ulysse ne vieillit jamais. Parce que à chaque fois, Athéna le rend beau, le ramène exactement dans toute sa jeunesse, dans toute sa beauté, etc. Ce qui fait plaisir à Pénélope, hein, on la comprend, mais voilà. Donc il est toujours pareil, hein, mais il n'est pas plus rusé à la fin des voyages qu'avant. Non, parce qu'on peut aussi lui raccrocher l'histoire du cheval. C'est quand même, là aussi, l'histoire du cheval de Troie, c'est une invention de Charpentier de Marie. Elle est entièrement faite en bois, hein, exactement comme un bateau, hein. Donc en fait, alors, vous disiez ça, et de la même façon, hein, les interprétations de Ulysse, donc, il ne, c'est pas un roman d'apprentissage, ce n'est pas un récit d'apprentissage. Ce n'était pas non plus l'objet d'une quête. Il cherche pas le Graal, il cherche rien du tout, hein, et il est toujours à faire des voyages, des voyages, des voyages. Et comme vous savez, quand il arrive à Ithaque, après, il repart. Donc, donc vous avez quelque chose qui est qui va avec ce que j'essaye de, ce que je crois euh, juste, hein, c'est qu'en fait, le héros est premier, il est là, immobile, fixe, magnifique, toujours lui-même, ou pas magnifique d'ailleurs, comme dit le Cyclope, hein, mais il ne lui arrive rien. Il n'arrive rien. On peut lui accrocher tous les récits qu'on veut, de façon plus ou moins habile, mais lui, il n'arrive rien, hein. Et tout est déjà donné avance et il sera toujours là. Et bon, je pourrais vous expliquer ça pour la BD d'Euripide, mais on pourra revenir là-dessus aussi. Alors, donc en fait, lui, euh, le, Ulysse, il a toujours la même métisse, il a toujours le même physique, hein, et il se débrouille toujours de la même façon, exactement, c'est Laël qui lui fabrique des aventures qui sont en fait toujours les mêmes. C'est pour ça que il n'y a pas de mythe d'Ulysse ni de mythe de Médée. Alors, bon, ça c'est, vous, ça ne vous concerne pas, parce que c'était, j'allais dire, la littérature comparée de grand-papa. Et comme moi, j'ai fait des cours de littérature comparée pour l'agrégation, hein, on était venu me chercher pour justement qu'on se débarrasser du mythe 2, du mythe 2, du mythe. Mais si vous voulez, euh, y a l'idée qu'il y aurait un mythe de Médée, ça veut dire que Médée serait rattaché de façon définitive et produite par un récit. Or, c'est le contraire. Voilà, c'est tout. C'est ça, hein, il suffit d'inverser les choses. Alors, donc, le, ah oui, je voulais donc revenir à cette histoire de narrativité. Parce qu'il y a donc bien du récit, du héros, mais simplement, il faut renverser
les priorités. Alors, oui, oui, c'est là où on va voir les petites images, si vous voulez bien. Alors, je me suis demandé, et, bon, qu'en était-il de l'épisode du Cyclope dans les images, c'est-à-dire les peintures sur les vases. Oui, je l'ai sur moi. Bon, enfin, je peux le regarder comme ça aussi. Oui, on va prendre. Alors, c'est, c'est-à-dire l'idée, est-ce que on a une narrativité de l'image? Est-ce que les images sont construites de façon à euh, mettre au centre le, le héros? Et alors, évidemment, moi, j'ai rien inventé du tout. Dans notre centre de recherche, il y avait un ami qui malheureusement est mort, François Lissarac, qui a fait tout ce travail avec d'autres, mais qui était, lui, vraiment, a fait un travail extraordinaire sur la narrativité d'image. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des images qui racontent? Et vous avez compris, il n'y a pas de narrativité d'image. Alors, donc mais qu'est-ce qu'il y a en revanche? On peut comprendre la façon dont se fabrique l'image à partir du support. Alors ici, vous avez donc le premier, c'est un cratère. Non mais ça va, ça. Oui, ou alors là. Enfin, moi je l'ai sur mon ordinateur, mais j'ai sur Facebook, ça va rien donner. Ah oui, mais c'est éteint. Voilà. Donc, non, non, mais ça va. Pour éviter de se tordre le cou. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est gentil. Alors, vous voyez que ce que vous avez sur l'image en haut à gauche, ce qu'on appelle le cratère d'Aristonotos, alors, il est trouvé à Céré, ne vous étonnez pas, il est trouvé en Italie, mais il y a, vous savez qu'il y a au moins 50% des vases attiques qui ont été trouvés en Italie, en particulier chez les Étrusques. Voilà. Alors, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Cyclope, les compagnons d'Ulysse. Mais Ulysse, alors, est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'il est derrière? On n'en sait rien. On peut imaginer que le héros est en tête, mais on n'en sait rien. Et en fait, c'est fait. Pourquoi c'est fait comme ça? Ben, c'est parce que comme ça permet d'utiliser la forme du vase. Hein. Alors, vous avez autre chose. Vous avez une autre façon de construire l'image. C'est celui qui est à côté, ce qui est donc le cratère proto-argien. Hein. Vous voyez que vous avez le cyclope, c'est lui qui est, c'est lui d'où part l'image. À partir de lui qui est construite l'image. Donc le cyclope, oui, mais pas pas Ulysse. Hein. Alors on peut continuer comme ça dans la non-narrativité de l'image. Alors là, c'est encore plus intéressant. Sur l'Enochoé à figure noire, hein, je vous ai mis image synthétique. En effet, vous voyez que vous avez en même temps les différentes étapes. Vous avez d'abord le pieu qui est chauffé, ensuite un autre qui apporte le pieu, et enfin un troisième qui va enfoncer le pieu dans l'œil. Et ça, c'est extrêmement fréquent, c'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire à partir de l'image, mais l'image ne raconte pas. Hein, c'est-à-dire que tout est en même temps, tout est donné synchroniquement. Hein. Voilà. Et alors, oui, j'ai passé. Ouais, c'est un peu la pagaille, mais ça fait rien. Alors, vous avez à droite, vous avez une coupe, hein, et donc c'est l'intérieur de la coupe. Et là, de la même façon, vous voyez, vous avez une bande, et là, vous avez le système des compagnons, et puis vous avez en dessous un poisson, et en haut, un truc pour la mer. Hein. Alors, ça raconte des choses. Mais pour ça, ça raconte des choses. Ça raconte que Poséidon enfin que le Cyclope est le fils de Poséidon et que Ulysse voyage sur la mer. Et là, voilà. Donc vous avez ce qu'on appelle des indicateurs d'espace. Je continue ici. Là vous avez donc un cratère à figure rouge. Hein, euh, où là vous avez de manière encore plus développée une image synthétique. Vous avez les différentes étapes de l'histoire qu'on vient de voir. Et enfin, j'ai pris pour le plaisir, alors pour moi, parce que en fait, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose, vous avez, en fait, ce n'est que le cyclope. Donc, l'image peut montrer aussi que le cyclope, hein, mais c'est jamais Ulysse. Hein. Et écrit en, en étrusque, et évidemment de droite à gauche, mais ça, c'est pas un problème.
le Cyclope et Ulysse, dont le nom a été encore un peu changé parce qu'il est par le phonétisme étrusque. Voilà, donc si vous voulez, euh, c'est juste pour... je vous rends votre ordinateur. Hein? Merci beaucoup. Euh, c'est ouais, pour faire... et pour amener progressivement euh, la question de la narrativité, ce sera notre conclusion sur le point de la narrativité euh, dans les, dans l'Antiquité. Mais voilà, donc vous avez vu comment il y a bien du récit, mais pas comme nous avons l'habitude de le faire, d'en voir. Alors, je voudrais juste terminer sur un dernier héros, qui est un héros romain, hein, dont les récits sont, enfin ceux que nous possédons sont en latin, c'est Énée. Énée, alors, vous allez me dire, oui, non, mais Énée, c'est différent. Pas du tout. Euh, euh, Énée est aussi extérieur à l'Énéide que les. C'est-à-dire, il précède l'Énéide exactement comme les autres héros précèdent les récits qui les concernent. En fait, c'est un héros cultuel grec d'une ville euh, italienne, pas très loin de Rome, qui est l'Avinium, hein, et une ville de la Confédération latine, et dont il est le fondateur grec. Mais est né, je dis grec exprès, c'est-à-dire que tout ça, c'est tout le système de héros fondateurs de un très très grand nombre de cités dans toute la Méditerranée qui rattachent leur fondation à un héros, qui est pris soit chez les Homères, soit dans d'autres épopées. Hein. Alors, Énée, c'est pas le seul. Enfin, il n'est pas seulement fondateur de l'Avinium. Hein. On en trouve trois ou quatre, au moins, parmi les villes méditerranéennes. Hein. Et donc, il est donné. Et en plus, on a trouvé une inscription qui rappelle qu'il est le fondateur de l'Avinium. Hein. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Et donc, par ailleurs, il est présent donc chez Homère. Hein. Et voilà, donc c'est un héros cultuel. Alors, après, bon, vous allez me dire, d'accord, et alors? Eh bien alors, justement, euh, vous savez sans doute que de façon ostensible, Virgile avec l'Énéide fait un remake d'Homère. Hein. À tous les vers, c'est marqué nous sommes chez Homère. Hein. Et comment c'est fabriqué? Hein, c'est une composition modulaire, c'est-à-dire que tout est pris, tous les morceaux sont pris chez Homère, et ensuite les vers de Virgile sont fabriqués de telle façon que c'est à la fois il signifie bien qu'il s'agit d'hexamètre latin, mais à chaque fois, on peut voir le vers grec qui est derrière. Et quand je dis on peut, ça veut dire les, euh, les destinataires. Je dis destinataires parce que ce n'est pas vraiment des lecteurs. Hein, les destinataires romains reconnaissent, mais de toute façon, ils connaissent par cœur, enfin, du moins s'ils sont un tout petit peu, s'ils ont fait quelques études. Alors, donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez. Donc, en fait, on a bien un héros premier auquel on va rattacher toute une série de récits afin de fabriquer un nouvel Homère qui condense, hein, oui, une condensation, enfin, un rassemblement de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, maintenant, souvent, on demande, enfin, les lecteurs actuels de Virgile demandent à Virgile d'être Homère, et comme d'être aussi bien qu'Homère. Et comme il n'est pas aussi bien qu'Homère, on dit Virgile, c'est nul. Ou alors on lui trouve des qualités de douceur, tout ce que vous voulez. Bon, c'est évidemment pas ce chemin que je vous propose de prendre. Hein. C'est que, bon, je prends juste un exemple, comment les choses se présentent. Euh, la fin de l'Énéide utilise, enfin, où l'ennemi d'Énée s'appelle Turnus, hein,
euh, eh bien, ça va être la fin parce que Turnus va être vaincu. Il est vaincu comme dans un combat qui est en fait celui d'Hector et d'Achille. Vous allez me dire, c'est quand même déplorable. Je veux dire, c'est quoi? Aîné et Turnus, c'est pas Hector et Achille. Ben non, c'est pas Hector et Achille, mais ils n'ont jamais prétendu l'être. Hein. C'est absolument pas pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas hein, de faire, entre guillemets, croire qu'il y a un combat aussi grand, etc. etc. Hein. Je veux dire, ce que j'appellerais la raison narrative, c'est-à-dire ce qui est à l'origine du récit, ce qui fait que le récit a lieu, c'est la référence à Homère. C'est-à-dire, on fait de l'Homère, précisément, et c'est à la fois un système de présence et d'absence. Et donc, pour reprendre un terme que vous, j'espère ne pas à tort, un terme que vous avez mis dans votre problématique, c'est cette référence à Homère qui fournit l'agentivité du héros. Hein. Il fait ça, non pas parce qu'il est fort, non pas parce il est malin, non pas ça, parce qu'il est Achille dans, dans une épopée en latin qui est, voilà. Bon, donc, qui est créé aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, ça veut dire à l'époque de d'Octave, enfin, d'Auguste, si vous voulez. En fait, c'est ça. Voilà. Bon, c'est un peu vite dit, mais c'est juste pour répondre au problème. Alors, ah ben, ça va aller, on va pouvoir causer. Voilà, petits éléments de conclusion auxquels j'aimerais que on voilà, s'en souvienne un peu. Alors, à, à propos des héros d'Antiquité. Bon. Donc, j'espère avoir montré, de façon à peu près persuasive, que les héros de l'Antiquité ne sont pas construits par des récits dont ils seraient le personnage central. Voilà. Ce qui s'énonçait autrefois par le mythe de machin, le mythe de truc. Alors, donc, parce que cette association telle qu'elle était faite autrefois entre ce qu'on appelait le mythe et le héros, en fait, c'est postérieur à ce que Détienne avait appelé l'invention de la mythologie, c'est-à-dire une organisation du système des récits avec les héros. En fait, euh, à mon avis, ce à quoi on a affaire, c'est l'inverse, c'est-à-dire des héros qui sont extérieurs au monde des récits, mais qui vont devenir le support de récits inventés à partir d'eux ou rattachés à eux. Donc, voilà, donc ils sont extérieurs au récit. Donc, le héros n'est ni construit ni transformé par lui, il vient d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, un tout petit peu plus loin, en avançant un peu, est-ce qu'il faut mettre en relation ce statut figé du héros avec le statut de ce que nous appelons le récit aujourd'hui, mais par exemple, en latin, on appelait la narratio. Mais en fait, la narratio, c'est pas le récit tel qu'on le pense aujourd'hui. En fait, c'est une digression divertissante. La narratio, c'est une figure esthétique. Hein. Et comme dit Cicéron, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça devient ennuyeux. Je ne suis pas très sûr qu'ils aimaient beaucoup, enfin, ils aimaient peut-être les petites histoires, mais pas les grands récits. Hein. Et donc, c'est une forme esthétique, mais alors, et là, c'est encore un pas plus loin, c'est, me semble-t-il, hein, ce que nous appelons donc le récit n'est ni une structure de pensée, ni un mode d'intelligibilité. Bon, alors je sais que c'est un peu lourd, hein, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, c'est une suggestion. Voilà. Moi, j'y crois, à force de rencontrer, de travailler, d'avoir des thèses sur le sujet. Alors, donc, si vous voulez, alors, je vais revenir à quelque chose peut-être de plus facile et de moins comme ça, théologique. Alors, parce que plus généralement, si vous voulez, la forme narrative qu'on rencontre, non, ça n'est pas un contexte suffisant dans l'Antiquité pour structurer un texte. C'est-à-dire qu'on va bien rencontrer des récits, mais on ne va pas rencontrer un récit qui coïnciderait avec un texte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça n'est pas une forme, ça n'est pas une forme de performance ici, en Antiquité. Ça n'est pas,
c'est pas une pragmatique, c'est une esthétique. Et alors, j'aurais juste une conclusion juste provocatrice, en vous disant que, à mon avis, enfin, quand je vois ce que moi-même j'ai essayé de faire autrefois, parce que la narratologie, j'y ai cru pour l'Antiquité. Je dis pas que le reste n'est pas vrai. Hein. Mais il me semble que finalement, la narratologie se soit cassé les dents sur l'Antiquité.